François Vincent est vice-président de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante qui compte près de 95 000 membres. Depuis plus d'un an, la Fédération supporte les PME canadiennes dans cette crise sans précédent et tente d'influencer les décisions politiques afin d'aider les entrepreneurs à traverser cette épreuve. Et on est parti avec François Vincent qui est avec nous via Zoom. Merci François de prendre le temps de nous parler aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation, vraiment appréciée. Bien, écoute, ça nous fait vraiment plaisir. D'autant plus que je peux imaginer, parce que là, vous avez je vais raconter un peu comment on est rentré en contact. Là, vous avez mis un communiqué de presse le mois dernier, puis je suis sûr que c'était un parmi tant d'autres là, qu'on a eu la chance de consulter. Ou est-ce que, bon, vous avez avancé, comment vous n'étiez pas d'accord de retourner en Ontario, entre autres, là, de refermer encore les commerces pour une énième fois. J'imagine que ça ne doit pas nécessairement être facile pour vous autres de vous exprimer dans le sens que souvent, on dirait qu'il y a beaucoup de réticence des gens de parler lorsqu'on n'est pas d'accord avec les mesures qui sont prises. Est-ce que vous sentez ça chez vous, que c'est difficile de s'exprimer puis d'exprimer un mécontentement ou une divergence dans la façon qu'on aurait traité la situation? Bien, je dirais que ce qui est le plus difficile, là, c'est les commerçants. Ce qu'ils ont à vivre, là. À faire du yo-yo comme ça, là, c'est incroyable. Puis, je veux dire, tu sais, on parle de leur vie, là. C'est la pire crise qu'un dirigeant de PME aurait pu vivre. Puis, ce qui est déconcertant pour eux, c'est que ça allait bien, leur business. Puis là, du jour au lendemain, bien, ils ne peuvent plus voir des clients. C'est normal que ça soit difficile de pouvoir rester en affaires. Là. Donc, c'est vraiment difficile qu'est-ce qu'ils vivent. Puis nous, bien, à la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, on est le plus grand regroupement de PME au Canada. Puis dès que cette crise-là a commencé, bien, au début, on sondait nos membres à chaque semaine. On était capable de vraiment avoir le pouls de qu'est-ce qui se passait sur le terrain, de pouvoir formuler des recommandations pour aider le poumon économique de l'Ontario, du Québec et du Canada, que sont les PME, notamment la subvention salariale, c'est nous autres qui l'avons recommandé en premier, okay. La subvention pour le loyer, etc. Donc, on se fait un devoir d'exprimer l'impact que ça a au niveau économique, puis les solutions qui peuvent être prises en considération. Puis à l'heure où on se parle, les PME où elles se trouvent, elles disent on veut faire partie de la solution. On veut être capable de pouvoir faire commerce et en même temps travailler pour limiter la propagation du virus. Est-ce que ça n'a pas tardé, ça, justement, d'avoir un peu une oreille pour pouvoir considérer justement les entreprises afin de vraiment faire partie de la solution? Bien, tu sais, je dirais... on était dans l'inconnu, là. On se remet à mars dernier. C'est pas pendant tout qu'est-ce qui se passe. Puis, donc là, on est rendu à 1 an là, de la crise. Donc là, il y a des expériences aussi internationales. Donc, on peut voir comment on est capable de mettre en place différentes mesures. C'est comme nous, on propose notamment accélérer la vaccination. C'est super important. On le voit que ça se passe bien, là. Ça se passe bien au Québec. Il y a une accélération de la vaccination. On dit favoriser les tests rapides. Si on veut être capable justement de limiter la propagation, il faut être capable de cibler puis d'isoler les personnes qui peuvent l'avoir pour le propager en milieu de travail. Donc ça, il y a eu des avancées aussi la semaine on passée. l'a annoncé la semaine passée, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça, c'est super. Donc, au Québec, il y a encore des blocages là, pour être capable d'administrer un test rapide. Donc, au Québec, il faut avoir une personne dans son personnel qui est définie comme un personnel médical selon le décret du gouvernement du Québec. Là. Donc, il faut tailler dans ton bassin de main-d'œuvre soit un acupuncteur, un chiro, un pharmacien, une infirmière. Bon, tu sais, mais une petite entreprise de moins de 10 employés, c'est pas grand qui ont une diversité de personnel comme ça. Puis quand on considère qu'il y a 70 % des PME au Québec qui ont moins de 10 employés, bien, ça fait en sorte que justement la mise en place des tests rapides à l'intérieur des petites entreprises au Québec, bien, c'est freiné par des restrictions gouvernementales. Mais est-ce que vous êtes entendu? Est-ce que vous avez eu la chance d'avoir des discussions pour justement faire débloquer cette situation-là? Oui, on travaille fort là-dessus. On le fait à différents niveaux. On le fait dans des représentations politiques, discuter avec les ministres, discuter avec le personnel politique. On le fait aussi par l'intermédiaire des médias, de faire connaître l'opinion des PME. Je pense que l'AFCI est un des meilleurs véhicules pour la petite entreprise durant cette crise-là.
pour être capable justement de faire entendre qu'est-ce qu'elle vivait. Si je peux te donner juste un exemple, là. Ben, je peux en donner deux si vous voulez. Ben oui, le premier exemple, dans le budget du gouvernement fédéral, ils ont repris les données de l'IFCEI concernant l'état de santé des PME. Ça démontre jusqu'à quel point notre organisation est crédible et est écoutée par les différents ordres de gouvernement. S'ils prennent ça dans un budget, c'est parce qu'ils considèrent que c'est assez solide pour être là. Puis quand on regarde ces données-là, je pourrais dire que ça donne encore froid dans le dos. Là. C'est-à-dire en Ontario, là, c'est seulement 43 % des PME qui sont complètement ouvertes actuellement. Là. Puis il y en a le quart seulement qui ont retrouvé leurs revenus normaux. Donc on voit que l'impact de la COVID-19 est encore très présente. On en parle peut-être moins dans les médias, là, mais les entreprises sont encore extrêmement fragiles. Mais tu parles de chiffres, là, puis j'en avais noté, mais puis là, corrige-moi si je me trompe, mais moi, je pense que c'était pour la grandeur du Canada. Sinon, corrige-moi. Mais j'avais lu 56 % qui sont complètement ouvertes. C'est ça. Donc, 40 % qui ont tout le personnel et 29 % travaillent ou se retrouvent avec des revenus normaux. Donc, c'est les données canadiennes. Mais on a les données aussi par province. Au Québec, c'est 60 % complètement ouvertes. Mais tu sais, c'est pas le Klondike, là. Ça va c'est extrêmement difficile. Puis il y a eu une certaine remontée là, quand il y a eu les réouvertures pendant l'été l'année passée. Puis ensuite de ça, il y a eu la deuxième vague. Puis là, il y a la troisième vague. Donc, c'est... on peut dire qu'il y a des programmes gouvernementaux, certes, là, mais ça maintient des entreprises en position de respirateur artificiel. Donc, il y en a beaucoup qui sont en train de se dire, c'est ça. Peut-être que moins de fermetures qu'en même période l'année passée, mais il y en a beaucoup qui se demandent s'ils vont être capables de le faire. Puis, pour réagir à cette crise-là, qu'est-ce qu'elles ont fait, les PME? Bien, elles se sont endettées. L'endettement moyen au Canada, pour une PME, là, c'est 170 000 $. En Ontario, ça monte à 206 000 $. Donc, après ça, tu te demandes comme entrepreneur, je vais être capable de payer mes mensualités. Puis ensuite de ça, c'est pas vrai nécessairement que je vais faire le double de revenus qu'avant. Fait que ça rentre en ligne de compte. Puis les PME qui peuvent fermer, c'est quand même assez important au Canada. Là. Puis en Ontario, là, on avait fait l'évaluation, là, puis on pouvait compter 74 561 entreprises qui pouvaient fermer à cause de la COVID, juste en Ontario. Au Québec, on pouvait remplir le Centre Bell. Wow! Mais ça, quand vous faites votre évaluation, c'est basé sur quoi? Parce que le mot que tu emploies, c'est « qui pourrait fermer ». C'est quoi les critères d'évaluation qu'on regardait? On a posé une question super claire à nos membres. Évaluez-vous sérieusement faire faillite ou liquider votre entreprise? Ensuite de ça, on a pris les pourcentages puis on les a appliqués sur le nombre d'entreprises au Canada, puis ça nous a donné l'évaluation. Puis une entreprise ne va pas dire pour le fun, ça me tente de faire faillite. Là. C'est la dernière chose qu'une entreprise veut, c'est de mettre un terme à ce sur quoi elle a créé son entreprise, d'être son propre patron, de réaliser son rêve. Puis on va parler beaucoup de les secteurs qui sont directement reliés par les restrictions, qu'on parle beaucoup, restauration, gym, bar. Commerce non essentiel, mais il y a aussi des impacts périphériques. Là. Je pourrais donner un exemple. Il y avait une entreprise qui organise des événements. Cette entreprise-là, son marché, c'était organiser des événements pour les municipalités, pour le public. Puis il s'est fait refuser une aide à Québec. Là, on est en train de travailler pour voir si c'est possible d'améliorer ça, de rouvrir ça, parce que c'était pas comme défini dans des programmes. Là, j'avais un imprimeur qui avait répondu à un sondage puis qui disait, moi, j'imprime, mais pour des événements. Il y a plein de des entreprises qui ne sont pas nécessairement directement ciblées par les restrictions, mais qui vont dans le fond, des impacts collatéraux de chute de revenus à cause des restrictions économiques.
Je trouve ça fun que tu parles de ça parce que c'est vrai, puis j'allais te poser la question parce que il y en a que c'est évident, tu sais, le tourisme, la restauration, c'est vrai, c'est ça qui revient. Les gyms, on en parle beaucoup, mais je veux dire, tout autour, il y a autre chose aussi. Là, tu sais, est-ce qu'il y en a qui tu dirais que c'est des oubliés peut-être? Là? Bien, tout l'événementiel, hein, on n'a pas parlé beaucoup. Ouais. Il y en a beaucoup, ceux qui organisaient des parties. Location de salle, on avait deux exemples crève-cœur. Il y a un entrepreneur dans l'Est du Québec. Là. Lui a parti son entreprise, ça fait une vingtaine d'années, là, pour devenu la référence d'organisation d'événements puis de fêtes pour tout l'Est du Québec. Bien, lui, je veux dire, il n'a pas reçu d'aide directement parce qu'il n'était pas défini comme étant fermé. Il a tout vendu. Il s'est endetté pour être capable de maintenir son entreprise en place parce que c'est ce qu'il aimait faire. Puis après ça, s'il passe ce marché-là, puis dans un an, ça rouvre, bien, ça va être une plus grosse entreprise de Québec, par exemple, qui va venir prendre le marché de l'Est du Québec. Fait que ça, c'est un exemple. Il y en a un autre, j'avais fait une émission économique au Québec, puis ensuite de ça, j'ai reçu un message sur Messenger d'une entrepreneur à Sherbrooke qui avait dit « merci pour faire valoir l'opinion des PME ». Puis son histoire à elle, c'était qu'elle avait passé d'une année record à au-dessus de 900 000 de revenus à être obligée de vendre son immeuble pour être capable de survivre. Elle était traiteur, puis dans le fond, elle fonctionnait beaucoup avec les services hôteliers. Puis du jour au lendemain, tout est tombé, là. Puis donc, il y a eu des modifications. Là. Les traiteurs ont été capables de se faire inclure dans les programmes au niveau du Québec. Mais tu sais, on voit toutes des histoires humaines comme ça qui se passent. Puis nous, on a travaillé extrêmement fort pour ces entrepreneurs-là. Je suis responsable plus du Québec, puis à chaque mois, je vais lire les centaines de commentaires de membres, puis ça nous aide à faire nos interventions aussi politiques pour convaincre les gouvernements de l'importance d'aider les PME. Et pourquoi? Puis je vais finir ma longue phrase là-dessus, là, parce que la PME, c'est le tissu économique du Québec, de l'Ontario puis du Canada. Ça, on l'oublie souvent, là, mais la majorité des entreprises sont des petites entreprises. Là. En Ontario, il y a 56 % des entreprises qui ont moins de 5 employés. Au Québec, c'est 53 %. Pour les entreprises de moins de 10 employés, en Ontario, ça monte à 87,2 %. Donc, tu sais, c'est des petites entreprises qui vont avoir les reins moins solides à faire face à des chocs comme elles ont eu avec les restrictions économiques puis avec la COVID-19, d'où l'importance capitale des gouvernements de tous les niveaux d'être là pour épauler les entreprises. Souvent, ce que je disais, c'est, admettons, tu fais du vélo, c'est Einstein qui disait ça, si tu veux faire Einstein, ou je ne me rappelle plus exactement, tu ne veux pas tomber en vélo, il faut que tu avances, tu sais. Oui. Fait que là, ce qui s'est passé avec la COVID, c'est qu'on a arrêté. Pour être capable de maintenir en équilibre, tu as besoin d'un côté que le gouvernement qui tient l'épaule de l'entrepreneur, puis de l'autre côté, les consommateurs par leur choix d'achat en priorisant l'achat local. Puis ça, c'est deux clés qui vont permettre au maximum d'entreprises de pouvoir rester en vie. Ça, j'ai l'impression qu'on le sent, par exemple. Hein? Il y a vraiment, on dirait, là, du bouche à oreille de partout, là, qu'il y a une solidarité auprès des consommateurs de dire, on va encourager local. Ça, c'est super, sincèrement. Puis LiveCA, on a fait une grande campagne là-dessus, je choisis PME.ca. On a fait une campagne qui était axée consommateurs pour justement les amener à penser à leurs commerces locaux. On a fait un grand concours pour justement que les personnes gagnaient 10 produits de chaque province, puis l'entrepreneur aussi gagnait un prix. On a fait aussi du travail pour les entrepreneurs de pouvoir avoir des affiches, par exemple, pour pouvoir inciter les gens à venir dans leur commerce. On est allé chercher des appuis de différents politiciens dans notre campagne. On avait eu Jean Boulet au Québec, on a eu Pierre Fitzgibbon. Au Canada, on a eu Mélanie Joly, on a eu Jean-Yves Duclos. Donc, c'était une campagne qu'on a travaillé très fort. Puis, on n'a pas juste nous, hein, il y a eu tellement d'initiatives. Puis, c'est ça aussi qu'on a fait sur notre site. On a dit, on ne va pas créer quelque chose de nouveau. On va répertorier tout ce qui existe par province puis au niveau national. Puis, on l'a senti, cette vague d'encouragement. Là, tu sais. Moi, là, mes babines suivent mes bottines. Fait que j'ai tout fait mes achats dans des commerces locaux. Puis, je parlais aux entrepreneurs quand j'allais faire mes achats. Puis,
La petite librairie indépendante me dit on est victime de notre succès, on n'a jamais vu ça. Le petit détaillant de jouets également. Mais maintenant, c'est de faire en sorte que ça ne soit pas juste un flash. Que là, il y a eu beaucoup, beaucoup de battages médiatiques autour de ça. La sensibilité des consommateurs est importante. Mais là, maintenant, on va se rabattre à nos anciens réflexes, puis on va aller vers le prix ou vers où je peux trouver tout à la même place. Puis ainsi, ne pas mettre ça dans notre quotidien pour avoir des cœurs de ville puis des rues commerciales dynamiques et vivantes. Mm-hmm. Ben, c'est tout ça la question, je pense. Dans tous les secteurs, là, on en parle. Bon, qu'est-ce que ça va être après COVID? Est-ce qu'on va garder ces habitudes-là? J'ai hâte de voir comment est-ce que ça va se développer. Mais vous avez exprimé aussi dans votre communiqué, là, ou dans vos communiqués, je devrais dire, là, on a vu aussi une disparité dans le sens que ceux qui étaient les plus punis, là, si on parle d'économie, si on parle des entreprises, c'est vraiment les petites entreprises, beaucoup plus que les plus grandes entreprises qui, eux, avaient plus de flexibilité dans leur façon de pouvoir rejoindre leur clientèle, si on veut. Oui. Puis, tu sais, c'était David contre Goliath, là. Surtout le premier confinement, là, où tout était fermé. Là. Fait que dans le fond, le consommateur, pendant 1 mois et demi, 2 mois, bien, il se retrouve vers les géants en ligne ou les grandes chaînes. Là. Ça, c'est quelque chose d'important. La deuxième vague, on a travaillé fort là-dessus aussi. Là. Si tu fermes du commerce non essentiel, pourquoi je pourrais aller acheter une télé 42 pouces chez Walmart parce que je suis capable d'aller acheter un livre de steak haché, là. Puis nous, on disait aussi, la petite entreprise fait partie de la solution parce que si je rentre dans un petit commerce où il y a maximum 3 personnes, bien, je peux te confirmer que je vais voir en tout temps les 2 autres personnes puis je vais pouvoir maintenir mon 2 mètres. Là. Fait que c'est sécuritaire. Donc, c'est pour ça qu'on a demandé justement, bien, si tu limites le non essentiel, bien, limite aussi les grandes chaînes pour ne pas faire la même chose. C'est pour ça qu'on a fait une grande campagne sur l'achat local pour justement pas perdre des consommateurs ou changer leurs habitudes, puis ainsi avoir un effet à long terme sur nos petits commerces de quartier. Puis c'est un combat qu'on a eu aussi en Ontario là, parce qu'il y a eu un deuxième confinement, puis on s'est retrouvé encore dans une situation où les petits détaillants se retrouvaient laissés pour compte. Là. Donc, on a travaillé activement là-dessus justement pour leur donner un petit coup de pouce pour être capable de passer au travers. Ça me fait penser que tu dis un petit coup de pouce pour passer à travers. On aurait dit qu'au début, puis j'aimerais ça t'entendre là-dessus, savoir c'était quoi le feedback que vous avez eu, parce qu'au début, on aurait dit qu'on avait un feeling de, ben OK, ça va pas bien, tout le monde, on va se serrer les coudes, on va passer à travers, puis on va repartir. À quel moment est-ce que je dirais que la panique a commencé à monter, ou est-ce que les entrepreneurs ils ont dit OK, là, ça marche pas, là, je veux bien faire un effort, mais ça marchera pas, là? Je dirais que la panique est partie le jour 1. Là. OK. J'avais peut-être pas la bonne impression de mon côté. Il y a un élément, la solidarité était là. Ouais. L'effet de nouveauté puis tout, mais au début, là, c'était des pertes de 75 % de revenus, puis etc. Puis là, le gouvernement fédéral est rentré en ligne de compte, puis il y a eu la subvention salariale là, qui a comme donné un peu d'espoir, là, puis une possibilité à sauver beaucoup d'entreprises. Il y a eu la subvention pour le loyer, parce que dans le fond, tu as les 2 postes budgétaires vraiment importants d'une entreprise, là, c'est-à-dire les salaires, puis les dépenses courantes, notamment le loyer. Là, c'est un loyer dans le centre-ville de Montréal à au-dessus de 30 000 par mois, des assurances, des fournisseurs à payer. Tu n'as pas de revenus qui rentrent, bien, c'est pas long que le calcul mathématique ne te permet pas de rester en affaires. Là, le premier programme pour le loyer, il fallait passer par le propriétaire de l'immeuble. Les propriétaires ne voulaient pas appliquer. C'était comme un échec. Là. Fait qu'on a travaillé activement pour avoir un nouveau programme, ce qu'on a eu. Puis on travaille tout le temps pour aller chercher des améliorations. Hein. On est une association qui n'a pas peur de dire les vraies choses, puis de travailler activement pour bien faire atterrir les programmes et les politiques pour les petites entreprises, puis pouvoir d'une même temps sauver des vies, mais en même temps sauver notre économie. Mais puis justement, quand tu dis ça, souvent on entendait comme commentaire,
Puis je trouvais ça triste un peu, c'est que là, il y en a qui disaient, puis là, on sait, hein, ces réseaux sociaux, tout le monde apporte leur opinion sur la situation, mais on entendait, là, on n'est pas pour choisir entre l'argent puis la santé, mais la réalité, c'est que ça va main dans la main, là. On considère qu'on était capable de faire les deux choses en même temps, puisqu'on disait, si vous fermez obligatoirement des commerces, aidez-les à survivre. Parce que, je veux dire, c'est comme une expropriation déguisée, là. Donc, on a travaillé fort pour avoir les programmes en place, puis ensuite de ça, aussi pour mettre en place d'autres mesures pour permettre d'une certaine façon, je peux me permettre, là, à danser avec le virus, là, c'est-à-dire, notamment les tests rapides, là, une des meilleures façons de faire. Si tu es capable, à la base, d'être capable de limiter puis d'isoler les cas, tu ne vas pas en avoir d'éclosion. Puis on voit en Angleterre, ils ont envoyé des tests rapides à l'ensemble de leurs citoyens pour être capable justement de faire excusez-moi le terme, ce screening-là pour être capable de vaincre ce virus. Puis, les programmes, de les rendre accessibles pour les entreprises, puis de permettre une prévisibilité. Puis, un autre élément qui est demandé fortement, là, tant en Ontario qu'au Québec, là, c'est d'avoir un plan de réouverture. Saskatchewan l'a fait. Tant de pourcentage de vaccination, on est capable d'ouvrir X, Y, Z. C'est au-dessus de 80% là, des entreprises qui demandent ça. Pourquoi? Parce qu'elles veulent savoir quand ouvrir. Puis non seulement ça, je pense que ça enverrait aussi un message super positif à la population, à encourager aussi à aller vers la vaccination parce qu'on va savoir qu'est-ce qui va se passer après. Une des choses les plus importantes pour les entreprises, c'est la prévisibilité. Puis c'est ça que la COVID-19 a créé, c'est-à-dire de ne pas avoir de prévisibilité, puis ensuite de ça, de rajouter des nouvelles vagues, puis des nouvelles restrictions. Puis donc, c'est comme si je te fais courir un 42 km, un marathon. Puis là, on commence à voir la ligne d'arrivée, puis on est content, puis on s'est entraîné. On ne s'est même pas entraîné pour le 42. Là. C'est arrivé là. Là, paf, on rajoute un 42 km, puis on arrive sur le bord de la ligne d'arrivée. On fait ça 2 ou 3 fois. Donc, disons que c'est difficile, ça essouffle, ça joue sur le moral, puis plus on rajoute des restrictions, plus on amène l'entreprise vers une décision de mettre la clé sur la porte. Puis, est-ce que ça n'aurait pas été justement plus facile pour tout le monde d'avoir des barèmes? Je me suis toujours dit ça tout le long de la crise, où est-ce qu'on aurait dit, on a parlé, les différentes vagues, si on avait dit, à tant de cas, là, on est capable de faire telle mesure. À tant de cas, on peut réouvrir tel domaine. Alors que là, c'était plus, là, on vous annonce ça, là, tournez-vous, là, arrangez-vous avec ça. Là, puis ça venait vite, du jour au lendemain, tu fermes dans 24 ou 48 heures, puis même les réouvertures revenaient vite. Là, donc oui, la prévisibilité, ça pourrait, c'est sûr, aider pour les entreprises, là, certains. On parlait des programmes tantôt. Est-ce que certaines entreprises se sont vues s'écrouler sous l'administration d'avoir accès au programme ou ne serait-ce que, on a parlé, mettons, des locataires, c'était compliqué. Est-ce qu'on a vu des entreprises vraiment juste abandonner, dire, regarde, c'est trop compliqué, là, essayer de gérer mon entreprise puis essayer d'avoir mes programmes, ça marche juste pas? Au Québec, plus, là. En Ontario, il y a un programme d'aide directe. Maintenant, le problème, c'est qu'il finit le programme, puis il y a quand même des restrictions. Donc, si tu mets des nouvelles restrictions, tu devrais maintenir ton programme en place. Au Québec, l'administration du programme est extrêmement compliquée. Certaines entreprises disent qu'il faut aller chercher un comptable pour remplir le PAU-PME, le programme d'aide d'aide d'urgence pour les entreprises. C'est un prêt de moins de 50 000 $. Plus de 50 000 $, c'est un investissement Québec, mais il y en a qui disent qu'il faut que j'aille me chercher un comptable. Puis ensuite de ça, je ne suis même pas sûr d'être accepté. Puis ensuite, pour l'aide d'urgence, ça, c'est compliqué aussi. Donc oui, puis on a fait une évaluation des différents programmes dans le pays. Puis théoriquement, sur papier, le programme du Québec, il peut être généreux. Mais après ça, dans la pratique, c'est pas la même chose, là, parce que l'aide fédérale va rentrer en ligne de compte, l'entreprise doit remplir des papiers, doit faire l'état de ses comptes pour recevoir un pardon de son prêt. Donc, tu sais, c'est compliqué. Puis il y a beaucoup d'entreprises qui nous ont appelés puis ils ont dit c'est un cauchemar, puis c'est en dernier recours que je vais aller le chercher, ce programme-là.
Donc, une des solutions, bon, on espère qu'on tire à la fin, mais si jamais, ça serait vraiment, j'imagine, de faciliter cet accès-là, qu'on ait faciliter l'accès aux entreprises. Parce que je peux imaginer une entreprise, encore là, on a parlé des entreprises qui ont moins de 5 employés, on est obligé d'avoir des frais supplémentaires de comptabilité. On ne peut pas toujours se permettre ça à chaque fois qu'il y a un changement, là. Ben, nous, oui, on veut de l'aide directe, on veut moins de paperasse. Maintenant, j'encourage quand même les entrepreneurs à aller voir pour le programme du Québec parce qu'il y a des mois supplémentaires qui sont ajoutés par rapport au jour de fermeture. Donc, c'est quand même, il y a quand même une proportion de l'aide, de la dette qui peut être pardonnée. Ça vaut quand même la peine de regarder ça. Puis nous, c'est sûr qu'on va continuer à travailler pour avoir des améliorations au programme, mais il est là. Même s'il y a beaucoup d'imperfections, il y a quand même un programme qui existe. Puis le gouvernement du Québec, dans son budget, a dit qu'il maintiendrait les 2 principaux programmes en place pour 2 ans. Donc, il y a une certaine prévisibilité qui existe. La FCE, on va continuer à travailler pour améliorer le programme, mais j'invite quand même les entreprises qui en ont besoin à faire les démarches pour aller l'obtenir. Mais est-ce que les entreprises jugent que c'est suffisant au niveau monétaire, ce à quoi ils ont accès? Est-ce que c'est suffisant pour dire on est capable de continuer, puis aussi de ne pas la perdre, leur entreprise, puis de continuer comme ça? Nous, on juge que non. Quand on a fait l'évaluation des programmes, on voit que là, on regarde la proportion de l'endettement moyen par les secteurs, puis l'aide que le gouvernement de la province donne. Puis en Ontario, ça représente 17% environ. Au Québec, entre 10 et 13%. Donc, on juge qu'il y a des améliorations significatives à apporter pour les aides des gouvernements des provinces. Pour le fédéral aussi, il y a encore certaines lacunes au niveau du programme de l'aide pour le loyer. La subvention salariale, on aimerait ça qu'elle soit maintenue aussi. On est content que ça soit jusqu'en septembre. Et il y a encore des nouvelles entreprises qui ont été créées qui ne vont pas nécessairement avoir accès aux aides qui ont été mises en place par le gouvernement fédéral. Puis un autre élément qu'on mentionne, puis ça, ça fait depuis octobre qu'on le demande au gouvernement du Québec, c'est de permettre plus grande période pour rembourser. Ouais. Les aides de Québec, c'est 3 ans. Ils remboursent 50 000 en 3 ans. Disons que ça fait des paiements qui sont assez élevés. Ouais. Mêlés sur 10 ou 15 ans, on ne va pas payer les prêts et bourses. Là, on ne rembourse pas ça en 2 ou 3 ans. Ben oui. On a plusieurs années pour le faire. Conserve ton idée. Je vais être obligé de t'interrompre parce qu'on arrive déjà après une demi-heure d'émission. Donc, je veux dire merci à ceux qui nous écoutaient via ma TV Outaouais. J'invite à nous suivre sur le web, tvc.qc.ca. Sinon, TVC Basse-Lièvre, on est sur la chaîne YouTube. On a notre chaîne YouTube, c'est-à-dire, et aussi, vous pouvez nous trouver là, en balado-diffusion sur Spotify, SoundCloud et aussi Apple Podcasts. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Merci. Excuse-moi, poursuis ton idée, François. Je ne sais pas si tu es capable de la reprendre. C'est ça. Dans le fond, il y a une aide sous forme de prêt. Puis le gouvernement fédéral aussi a fait le compte d'urgence. C'est une forme de prêt. Puis il y a une proportion qui est partenable. Le gouvernement du Québec a fait la même chose avec l'ARM. Pour les entreprises qui sont en zone rouge. Prenons l'exemple justement qu'on disait de l'entreprise événementielle qui n'est pas dans zone rouge, lui peut avoir une dette importante à payer puis il ne pourra pas la rembourser en 3 ans. Donc, on dit permettez de pouvoir avoir plusieurs années pour le faire. Puis ainsi, ton mensualité va être plus basse. Puis l'entreprise va être capable justement d'avoir des revenus importants dans les premiers mois de réouverture pour sortir la tête de l'eau, là. C'est un des éléments que le gouvernement peut faire pour aider, augmenter la proportion de pardon, puis augmenter le nombre d'années pour justement permettre les remboursements. Alors, c'est des solutions qu'on a mis sur la table puis qu'on espère qu'ils vont être entendues. Une chose qu'on a tendance à ne pas parler aussi, là, parce que normalement, dans la croissance économique d'une communauté, il y a aussi l'arrivée de nouvelles PME. Je peux imaginer que dans la dernière année, ça peut être fort les nouvelles entreprises qui ont démarré. Hein. J'ai pas la donnée avec moi, mais c'est les mêmes postulats que j'ai. Donc, okay. Oui, il y a sûrement eu des entrées d'entreprises, mais quel est le nombre d'entrées d'entreprises? Ouais. Il y en a tout le temps qui partent, il y en a tout le temps qui reviennent. Quand on regarde les 4 dernières années, il y avait il y avait quand même une effervescence économique, ça allait bien. Donc, plus d'entreprises qui se créaient à chaque trimestre par rapport aux entreprises qui quittaient. Mais non, je n'ai pas cette donnée-là.
Il y avait un article aussi que j'avais lu dans le Sun de Toronto qui disait, bon, c'est peut-être pas la dernière donnée à jour, mais que le niveau de transmission aussi du virus en milieu, le mot français m'échappe, mais en retail, là, donc dans les magasins, là, les épiceries et tout ça, était vraiment minime. Donc, est-ce que vous sentez que dans les entreprises, autant au Québec qu'en Ontario, là, est-ce que vous sentez qu'il y a une compréhension ou bien il y a une frustration de la part des PME de dire, ben, tu sais, c'est pas tant nous autres, c'est pas tant dans notre secteur qui est le problème? Ah ben c'est sûr qu'il y a eu une incompréhension, là. Les restaurants, il n'y avait pas de cas dans les restaurants, puis le bang, du jour au lendemain, où on les ferme en octobre, fait plus que 200 jours, là. Dans les petits commerces de détail indépendants aussi, les commerces de mode, tu sais, 0 cas, bang, on te ferme. Là, il y a la question de qu'est-ce que le gouvernement veut faire? Il veut éviter les sorties, il veut éviter que les gens circulent. Tu sais. Ben oui, il y a eu de l'incompréhension. Il y a eu une... les entreprises venaient de réouvrir, ils ont investi des milliers de dollars dans l'adaptation de leur milieu de travail, des plexiglas dans les kits lave-mains, dans les masques pour leurs employés, etc. C'est pas dans la diminution du nombre de clients qui peuvent servir. Tu sais. Puis ensuite de ça, ils se trouvent quand même à fermer. Tu sais. Ils disent, ben là, j'ai tout fait ce qu'on m'a demandé, puis on me ferme quand même. Donc oui, il y a eu une incompréhension, une frustration qui a été vécue par les entreprises. Puis elle disait, tu sais, je veux faire partie de la solution, je pourrais faire des tests rapides, je veux limiter. Mais en Ontario, on propose, permettons de la prise de rendez-vous. Tu sais, on va être capable de faire du retrachage rapidement parce qu'une des meilleures façons de pouvoir permettre à une entreprise de rester en affaires, c'est de lui permettre de rencontrer ses clients pour faire des ventes. Il y en avait qui avaient suggéré, puis je ne sais pas s'il y en a de vos membres qui ont dit ça, mais que dire, ben ça serait, au lieu de jouer au yo-yo, ça serait plus facile de dire, regarde, on ferme 3, 4, 5 mois, définitivement, juste les épiceries restent ouvertes, puis après ça, on pourra repartir de façon en sachant, tu sais, je pense qu'il y avait une idée justement encore là de savoir où est-ce qu'on s'en va. Est-ce que ça a été une solution qui a été apportée de vos membres ou est-ce que vous avez regardé ça? Ben, ça a fait partie du débat public. Là. Je me rappelle qu'en décembre, il y avait eu comme 80 professeurs d'université puis du système de la santé qui disaient bon, il faut tout fermer au Québec, puis on va être capable de passer à travers la deuxième vague plus facilement. Tu sais. Puis nous autres, on a levé l'incertitude quant aux fermetures. Là. Dans un sondage, il y avait la moitié des entreprises qui nous disaient je ne serais pas capable de passer un deuxième confinement. Là. Puis le gros problème par rapport à ça, c'est que quand on ferme, on a une certitude. Hein. C'est la journée de la fermeture. Après ça, si les cas montent, tu ne vas pas ouvrir l'économie. Là. Parlez-en au secteur de la restauration qui sont fermés depuis le 1er octobre au Québec. Là. Donc, c'est ça qui était le revers de tout ça, c'est-à-dire tu sais que quand tu peux fermer, mais pas que tu peux ouvrir. Puis après ça, il faut que tes programmes ils soient vraiment là pour être capable de permettre aux entreprises qui sont mises sur pause d'être encore là quand tu réouvres. Une autre des difficultés qu'on a entendues aussi beaucoup dans les médias, c'est-à-dire que les commerces ils ne sont pas en mesure de jouer, en guillemets, à la police avec l'histoire des masques. Encore, il était question de dire, bon, on va demander aux gens de porter des masques. On va dire, nous autres, tu ne peux pas t'engager un garde de sécurité tout le temps, puis ces choses-là. Bon. Là, on parle de plus en plus ça fait des manchettes ces derniers temps, de dire, bon, on pourrait y avoir un passeport vaccinal. Dans le même contexte, je sais pas, puis là, je fais un parallèle avec les masques. Est-ce que les PME seraient prêtes à dire, OK, oui, on va commencer justement, encore une fois, à jouer à la police, dire, bon, masque, pas masque, tu peux rentrer, tu peux pas rentrer, ou encore, vaccin, pas vaccin, désolé, je suis obligé de te refuser dans mon commerce?
Sur la question du passeport vaccinal, on n'a pas de réponse de sondage. Puis comment on fonctionne là, à la FCI, c'est qu'on va sonder nos membres, ils vont nous dire ce qu'ils pensent, puis nous, on va faire la représentation. On est l'association la plus, excuse-moi, grassroots qui existe. C'est pas 4-5 personnes dans un bureau qui décident qu'est-ce que les PME pensent. C'est vraiment elles qui nous disent quoi faire, puis nous, on travaille là-dessus. On n'a pas, fait que j'ai pas de mandat. Pas de mandat sur la question du passeport vaccinal. Mais ils veulent, c'est sûr, pouvoir ouvrir. On a fait poser une question sur les tests rapides. Y aurait-il une possibilité de faire des tests rapides dans certains endroits pour être capable de les maintenir ouverts? Puis il y a 75% des PME au Québec qui ont dit oui, on est prêt à ça. T'sais. Sur le passeport vaccinal, ça, j'ai pas la réponse. Là, il y a un débat qui a lieu actuellement. Mais sur les masques, il y a quand même une anecdote intéressante que je peux raconter. Là, ouais. Quand c'est arrivé, ça, sur le radar au Québec, ils ont mis ça en place, mais après ça, c'était seulement l'entreprise qui recevait l'amende concernant le masque. Nous autres, on mis le drapeau, on a dit, comment tu veux qu'une entreprise convainque un individu anti-masque de mettre son masque quand la conséquence, c'est le commerce qui va l'avoir. Donc, ça ne fonctionne pas, là. On a fait un sondage auprès de nos membres pour voir c'était quoi l'impact du masque, le positionnement. On a envoyé ça au gouvernement. Puis on a été capable de créer une certaine balance. On a fait des représentations auprès de la sécurité publique, du ministère de la Santé, du cabinet du premier ministre. Ensuite de ça, on a rendu public ces données-là. Puis il y a eu une rectification pour qu'il y ait une responsabilité partagée. C'est un peu logique. Là. Si tu veux vraiment que ta population adopte un comportement, c'est pas en mettant la faute sur des personnes qui n'ont pas de pouvoir là-dessus. On a vu ce que ça avait donné. Là. Il y avait des vitres fracassées dans des centres-villes de Montréal. Je ne sais pas. C'est ça. C'est un des exemples de comment le membership à la FCI peut faire une différence dans les décisions qui vont affecter les PME au Québec et au Canada. Je ne sais pas si c'était comme moi, François, mais moi, j'ai été vraiment impressionné de la créativité des entreprises dans cette situation-là. J'ai pu observer là, des choses, des commerces que je m'étais dit, wow, comment ils vont faire, puis finalement, ils sont encore sur la rue principale ici, puis sont encore ouverts, puis ils roulent encore autant qu'ils peuvent. Partages-tu ce sentiment-là? Oui, c'est la beauté des entrepreneurs, là, d'être capable d'innover, d'être capable de bouger, la force des PME. On a vu des exemples d'entreprises qui étaient spécialisées dans la gestion des déchets, à pouvoir y aller puis de faire des masques, des entreprises qui faisaient des vestons sur mesure, qui ont été capables de devenir des points centraux dans la livraison de pays, d'équipements de protection individuelle au pire moment de la crise. Il y a eu des brasseurs qui ont été capables de produire des désinfectants à main. Il y a eu des entreprises qui ont été capables de se rendre visibles pour qu'on puisse aller les choisir sur Internet. Mais maintenant, tu as quand même des commerces qui c'est plus difficile de se réinventer. J'ai lu un commentaire le mois passé. C'est un centre de bowling dans le centre du Québec. Là. Ouais. Ça fait au-dessus de 12 mois là, qu'il n'a pas vu sa clientèle. Puis lui, l'été, les gens sont 6 mois l'hiver. Ils ne vont pas aller en dedans jouer au bowling. Je vois mal comment on peut réinventer le bowling. Là. Donc, il y a certaines entreprises qui c'est plus difficile. Puis cet entrepreneur-là disait, ça fait 25 ans que je fais ça, là, puis là, je me sens, je ne sais pas si j'ai l'énergie pour être capable de continuer, puis je pense à vendre mon entreprise, mais je trouve ça bien plate, parce que c'était ma vie. Est-ce qu'on a vu, justement, on parle de vieilles entreprises, est-ce qu'on a vu à quel point, ce que je m'imagine, c'est que c'est les plus jeunes entreprises qui venaient plus à leur départ, ne pas être capable de passer à travers la crise, alors que ceux qui étaient établis depuis plus longtemps, eux, j'imagine qu'ils ont été capables il y avait une meilleure fondation pour pouvoir passer à travers. Est-ce qu'on a pu observer ça?
Ben, en partie, au niveau des données au Québec, l'impact quant aux possibles pertes de fermeture, c'est plus bas que le reste du Canada. Hmm. Puis un de nos postulats, c'est que l'économie du Québec allait vraiment bien, là. Quand on regardait notre baromètre des affaires, c'était la première province, il y avait eu des surplus budgétaires, donc l'économie était capable de subir un choc plus important. Donc, un impact moindre dans les résultats. Mais ça reste que c'est quand même assez important, là. 11 des entreprises qui peuvent venir à fermer, c'est pas comme zéro, là. Puis comme je disais, ça peut remplir le Centre Bell. Donc oui, il y a quand même des programmes qui ont aidé. Les petites entreprises qui venaient d'être créées, oui, j'ai lu des commentaires comme ça aussi, là, un restaurant qui venait d'ouvrir, puis il avait comme fait un plan d'affaires sur 3 ans, fait que les 2 premières années, il ne faisait pas de revenus, 3e année, il faisait des revenus, puis là, il était au-dessus de ses prévisions pour le mois de janvier, février, mars, paf, arrive. Tout est reviré de bord. Donc, oui, c'était quelque chose de difficile pour beaucoup d'entreprises. On a effleuré un peu le sujet tantôt. Bon, il y a un plan de réouverture pour la Saskatchewan. En France, il y en a eu un aussi. C'est quoi vos attentes là, alors qu'on semble s'en venir vers une vaccination, un programme de vaccination qui va bien? Qu'est-ce que vous aimeriez entendre là, du gouvernement là, pour les mois qui s'en viennent? Bon, on aimerait, pour le Québec, on aimerait ça qu'il y ait un dépôt de plan, là. Il y en avait eu un guide de couleurs qui donnait une certaine prévisibilité sur quand est-ce qu'on viendra à fermer, si on viendra à fermer. Puis ensuite de ça, bon, on est où? On s'en va où? T'sais? Ça, c'est sûr que ça ferait du bien. On sait qu'il y a du travail qui se fait là-dessus. Vendredi dernier, le premier ministre du Québec l'a affirmé en point de presse, qu'il est en train de travailler sur un plan québécois. Puis, c'est 9 PME sur 10 au Québec qui demandent un tel plan. Là. Donc, on a vraiment hâte de l'entendre puis de le voir, ce plan-là. Pour l'Ontario, ben, on aimerait ça qu'ils puissent prendre les PME, voir les petites entreprises comme faisant partie de la solution, puis de mettre en place des mesures pour leur permettre de faire du rendez-vous, par exemple. On aimerait ça qu'il y ait aussi une accélération de la vaccination, accélération des tests rapides, trouver une façon de justement cibler peut-être où sont les éclosions en Ontario, fermées où il y a des éclosions, pas fermées ceux où il n'y en a pas. Mais ça fait mal pour les PME en Ontario, là. C'est la moyenne de la dette. Je ne sais pas si je l'ai dit, c'était 207 611 $ la dette moyenne pour une PME en Ontario. Non, on n'avait pas mentionné, je ne pense pas. Bon, toi, mon réalisateur me dit que oui, on l'avait mentionné. Mais, je l'ai mentionné 2 fois. Mais ça ne fait pas de tort de le rappeler parce que, puis là, je veux qu'on termine en parlant d'avenir, puis j'ai envie d'être positif, mais en même temps, à voir le portrait, tu sais, je me dis... Ça ne sera pas évident. Là, on est en mode, OK, on flotte avec un bateau de sauvetage, si on veut. Là. Mais il faut être capable de reprendre la vague puis de continuer à avancer. Le sentiment de vos membres, est-ce qu'on voit un peu la lumière à la fin du tunnel, dire, bon, on a confiance en l'avenir, ou bien, parce que, je veux dire, la côte à remonter aussi, c'est une autre étape, là, parce qu'on ne se remet pas d'un an d'une situation comme ça là, dans quelques mois, là. Non. Oui, il y a du pessimisme quand même assez présent. Maintenant, il y a quand même certaines bonnes nouvelles qu'on voit. La vaccination, ça va bien. On voit ce qui se passe dans les pays où il y a eu un taux de vaccination assez élevé, en Israël, par exemple. Donc, il y a des possibilités là. Sur les tests rapides, si on est capable d'accélérer justement, de faire atterrir ça dans les petites entreprises, dans les milieux de travail, pour être capable justement de donner un outil supplémentaire pour limiter la propagation. Mais il y a des bonnes nouvelles qui sont devant nous. Il y a quand même aussi les programmes fédéraux qui ont été renouvelés jusqu'en septembre, le programme au Québec qui sont là pour 2 ans. Il y a certaines bases, mais il faut continuer. Il faut continuer à travailler fort. Puis la FCEI va continuer à être là pour les entrepreneurs. On était là dès le jour 1
de la crise de la COVID-19. On a fait part de leurs opinions. Puis grâce au fait qu'ils étaient dans notre organisation et qu'ils ont répondu au sondage, ils ont été capables de faire valoir leur voix. Tu sais. Prends le dépanneur tout seul, la coiffeuse, la fleuriste, l'épicerie. Ben, il n'y aurait pas eu le même écho. Donc, l'union a fait la force. Puis on va travailler activement pour ça. Puis un dernier élément pour aider justement à donner de l'espoir. C'est ça qu'on disait là, quand on est sorti sur le premier ministre la semaine passée, en disant, pour donner pour donner la lumière au bout du tunnel, il faudrait l'envoyer. Puis une des meilleures façons de mettre une lumière au bout du tunnel, c'est en déposant un plan compréhensif d'ouverture de l'économie. Ça, il y a des provinces qui l'ont. La province de la Saskatchewan le fait, comme tu as dit, la France le fait. C'est possible de le faire. Puis ça aiderait beaucoup à donner un message d'espoir aux dirigeants de PME, mais aussi à l'ensemble de la population que je suis persuadé a vraiment hâte de revenir à la normale. Hein. Oui, définitivement. Puis j'espère aussi qu'on va en tenir leçon parce que si dans 5-10 ans, on revit une situation semblable, je le souhaite donc pas, mais s'il fallait qu'on soit mieux outillé pour y faire face, parce que c'est un autre des éléments, je trouve, qui me surprend un peu, c'est à quel point on était dépourvu, autant au niveau santé, mais autant aussi de comment vivre dans une économie, dans une situation comme celle-là. T'sais. Ah oui, on a perdu nos repères là, comme société. T'sais. Puis on s'est serré les coudes au début, ce qui était difficile pour les entrepreneurs qui sont sur le bord de perdre leur business. Et les citoyens aussi, c'est la longueur de tout ça, le fait de revivre les mêmes cauchemars une troisième fois. Maintenant, il y a eu des programmes qui ont été mis en place, mais il faut poursuivre l'aide gouvernementale de tous les paliers. Tant municipal, il y a eu une annonce à Montréal récemment qu'il y a des subventions pour les restaurants puis les bars pour améliorer leur commerce en centre-ville. Donc, on voit que les municipalités peuvent faire quelque chose, le provincial, le fédéral, puis le consommateur, en privilégiant les petits commerces. Puis c'est faisable de les trouver sur Internet. Ça va prendre peut-être 3 clics de supplémentaires qu'aller sur le site que tout le monde connaît. Mais ça va vraiment avoir une différence tangible sur les retombées économiques des entreprises que vous avez dans vos quartiers. Bien, merci beaucoup, François, de cette conversation-là. C'était vraiment intéressant. Et puis, on va souhaiter là, un bon avenir à nos PME, là, autant au Québec qu'en Ontario. Oui, puis on peut faire une différence, puis on va faire une différence. Merci beaucoup de cette opportunité d'avoir eu cette belle discussion avec toi. J'apprécie. Bien, c'est un plaisir. Merci. Bye-bye. Vraiment intéressant. Hey, François, merci. C'était vraiment... Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute et je vous invite à nous suivre sur nos différentes plateformes web pour regarder ou écouter toutes nos émissions.